enfin, on avait fait le compte du nombre de personnes, le nombre d'IA, on était à peu près à un tiers de IA qui prenaient des notes. Mais c'est bien, ça fait gonfler le nombre de gens pour les rediffs. On dirait qu'il y a beaucoup de monde, alors que la moitié, c'est des IA. On m'entend bien? Nickel, nickel. Question, tes IA, elles peuvent répondre tes questions? Ouais. Hein. Genre là, en parole ou pas par écrit, hein? Justement, ce que je vais montrer après, on va créer un agent IA ensemble qui répond aux questions. Oh gosse. T'inquiète, j'ai anticipé ta question. Ça va, Joseph? Comment va ta journée? Ça va, hein, c'est au bureau. Je suis en mode corporate. Je suis dans ma C'est petite bien. bubble là. Tranquille. Hello Ben. Hello Ben. Bon, on peut t'envoyer une facture, Joseph, si tu veux, à ton entreprise, une formation IA. Ça rentre dans les frais de société. Je crois qu'ils vont me taper. Non, quand ils vont voir la qualité du live, t'inquiète, ils vont accepter. Ils vont même vouloir le donner à tout le monde. Bonjour Feriel. Bonjour à tous. Wow, trop corpo tous ces gens. Attends. Ah bah c'est mieux. C'est bien, on a des avocats parmi nous, on a de tout. On est bien. On est bien. Bonjour Naël. Salut. Ça va Naël? Ça va très bien. En Merci. forme pour les Boldy Talk? Bah, il va falloir, hein. T'es prêt à parler de ton projet préféré de Summer School? Bah, j'espère, mais ouais. Ouais, non, je suis carrément prêt même. Allez, très bien. Bonjour Nathanaël. C'est quoi la norme de retard dans les lives avant de démarrer? On pense quoi? 5 minutes? 5 minutes, je dirais. Tout le monde a l'air busy ici, je pense. 45 minutes, tout le monde retourne au taf. C'est pour ça qu'on a fait le temps de midi, on s'est dit que c'était mieux. Bonjour Omar. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Cool. Je vais déjà commencer à partager, comme ça, c'est prêt. Toute notre team, elle est là, je sais pas. Je crois que oui. Juste, Yacine n'est pas là, je crois, non? Yacine est pas là. Si, je suis là. Non. Il n'a pas dit bonjour, Yacine. T'avais pas vu, tu m'as pas dit J'ai dit bonjour, on m'avait pas entendu. Désolé, Yacine. T'inquiète. Voilà. Est-ce qu'on voit mon écran? Non, Ah. enfin, moi je le vois pas en tout cas. Bonjour Edem, comment vas-tu? Salut Sacha, salut tout le monde. Hello, hello. Ça va, vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend bien. T'es chaud pour les Boldy Talk, Edem, ou pas? Bien sûr. Parfait. Bah justement, on t'attendait pour démarrer. Trop cool. Ben voilà. Pour se lancer. Il y a tout le monde de chez nous, je pense, à part Antonin. Je sais pas si vous pouvez me confirmer, Salomé ou Yacine. Ouais. Si Lucas est là. Lucas, je sais pas. Ah, Attends. c'est Lucas là. Lucas, je l'ai pas vu. Par contre. Je vais dire de join. Il était pas sûr de join, je pense. Ah non? Hop, c'est par demain. Ouais. De toute façon, il ne présente pas. Allez, bah, c'est parti. Merci d'être là. Toutes les IA et tous les humains pour parler un peu d'IA, d'innovation, de nos projets chez Boldis dernièrement. Les buts de Boldis Talk, c'est parler de manière générale du marché de l'IA, qu'est-ce qui se passe, présenter un peu notre team qui s'est agrandi depuis le dernier Boldis Talk, on était 6, maintenant on est passé à 7. Et les dernières tendances, il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a GPT-5 qui sort bientôt, il y a VO3 qui est sorti, il y a Gemini qui est intégré dans Google maintenant. Il y a eu plusieurs choses qui ont changé. On va pouvoir parler un peu de ça. Puis avec Yacine, on s'est dit qu'on allait se faire, surtout pour moi, un petit challenge de configurer un agent IA en 5 minutes. Donc le but, c'est d'avoir vraiment une plateforme où on peut aller converser avec un agent qui a accès à nos mails, qui a
peut créer des invitations et qui peut aller rechercher des informations dans notre base de données. Et le challenge, c'est de le construire from scratch en 5 minutes. J'ai essayé plusieurs fois, ça va être assez challengeant, mais comme ça, c'est pour vous montrer que l'IA est vraiment accessible et qu'avec des outils très simples, on peut aller vraiment construire nos chatbots, nos agents IA perso en moins de 5 minutes. Puis on va faire une petite exploration sur l'IA qui tourne soit dans le cloud, soit en local. Il y a beaucoup d'entreprises pour des raisons de souveraineté des données ou de gouvernance de données préfèrent faire tourner leur modèle en local. Donc Yacine va pouvoir expliquer ça plus en détail. Et puis, ce qui se passe dans Boldis, en ce moment, on a plusieurs projets en cours pour nos clients. On a fait une formation pour les enfants, on a créé plusieurs SaaS, on a fait du setting IA, on a fait pas mal de trucs. Et donc, ça va être chouette pour pouvoir donner la parole à chacun des membres de notre team pour parler un peu plus de ces projets-là. Et puis finalement, voilà, un peu discuter de l'IA et de comment notre monde d'aujourd'hui bouge. Donc, commençons direct avec le marché de l'IA actuel. J'ai eu plusieurs questions sur l'IA, ça en est où en Belgique, ça en est où en France, en Europe en ce moment. Donc, je vais faire un petit parallèle avec la courbe d'innovation. Juste donner des stats un peu, mais c'est principalement celles-ci qui sont importantes. Il y a très peu de process qui sont automatisés aujourd'hui dans les entreprises grâce à l'IA. On parle moins d'1% des entreprises européennes qui utilisent l'IA dans leur processus aujourd'hui. On a des stats qui sont autour de 4% pour les États-Unis. Donc, on voit un petit décalage. J'aime bien parler de la courbe de l'innovation pour l'IA. Moi, je pense qu'on est clairement au tout début de la courbe de l'innovation, et enfin, certainement en Europe, et on le sent avec nos clients. Il y a beaucoup de clients qui viennent nous voir et me disent « Ok, on veut implémenter de l'IA, on fait comment ?» Et donc, il y a vraiment cette phase où il faut guider, il y a vraiment une phase de cadrage. On est vraiment au tout début. Beaucoup de gens ne voient pas encore la valeur que peut apporter l'IA dans leur quotidien ou dans leur processus d'entreprise. Peut-être nous, on est plus jeunes, on est plus un peu biaisé parce qu'on est dans l'IA de base, donc sur les réseaux, on voit beaucoup ça, mais voilà, il faut garder en tête que quasiment 100%, enfin peut-être 95% de la population n'est vraiment pas sensibilisée à ça, et c'est pour ça qu'on est vraiment au début, et la plupart des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs, pareil, sont pas forcément déjà convaincus de la valeur de ça. C'était le cas pour le téléphone, c'était le cas pour Internet. Ça a pris du temps à être adopté globalement par la grande majorité de la population. Et maintenant, on peut voir que tout le monde utilise Internet, tout le monde utilise le téléphone. Alors qu'au début, il y avait seulement cette partie d'innovateur, cette partie de pionnier, comme on est en train de vivre aujourd'hui avec l'IA, où on est justement à ce cas où en fait, une entreprise tech IA, une entreprise qui implémente de l'IA dans ses processus, ce sont des pionniers. C'est vraiment pas quelque chose qui est déjà répandu dans le milieu corpo. Et pareil pour Internet, il y a eu vraiment cette grosse phase d'innovateur jusqu'au moment où cette majorité précoce, cette majorité tardive, après ce qu'on appelle le chasme, a commencé à vraiment utiliser ces technologies. Et aujourd'hui, voilà, la société est vraiment régie par ça. Avant d'aller plus loin dans ce qui est l'IA, on essaie de se positionner comme un acteur grandissant de l'écosystème tech, de l'écosystème IA en Belgique et en France, principalement jusqu'ici. Donc, présenter un peu notre team. Il y a Yacine et moi, on a un background assez différent. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de no-code, beaucoup d'IA, et Yacine qui a un background plus d'ingénieur développeur full stack, et puis Salomé qui nous a rejoint, une des grosses machines de l'équipe qui, elle aussi, a fait beaucoup de no-code. On a étendu le reste de l'équipe, je n'ai pas voulu le montrer. Le reste de l'équipe, il y a Lucas, qui est aussi dans le no-code, ainsi qu'Antonin, puis Naël, qui est notre autre développeur full stack, et notre machine de sales, Benjamin, qui fait aussi beaucoup de no-code pour aller automatiser la prospection avec l'IA. Les 3 grosses révolutions qu'il y a eu ces 30 derniers jours, donc depuis le dernier Boldis Talks, la première, c'est OpenAI qui a annoncé la sortie de GPT-5 prochainement, donc ça va sortir cet été, c'est une histoire de quelques semaines avant que ça sorte. Je vais donner un peu mon avis là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de hype, je vois beaucoup de posts passer sur LinkedIn, beaucoup de hype là-dessus, et donc un peu remettre un peu en contexte. Il y a une grosse update de Google, il y a un mois de VO3 et de Gemini qui est maintenant dans Google Search, et le but c'est un peu parler de ça, et quelles sont un peu les implications pour le monde, d'une certaine manière. Comme je disais, GPT-5 va changer certainement des choses. C'est des modèles de réflexion plus avancés, mais je pense qu'il y a beaucoup de hype autour de ça. Et mes 3 arguments principaux pour ça, la première, c'est que beaucoup d'utilisation d'IA ou de modèles d'intelligence artificielle jusqu'ici, c'est vraiment sous-exploité. Quand on demande à GPT 4.5 d'écrire un mail, même
bon, je vais peut-être un peu loin, Yacine va peut-être sourire, mais même GPT-2, je pense, peut écrire un email. Donc, on n'utilise vraiment pas le full potentiel des modèles jusqu'ici. Et je pense que vraiment 99% des utilisateurs n'utilisent pas les raisonnements super complexes, super poussés. Donc, GPT-5 ne va pas forcément changer la donne. Ce qui me mène à mon deuxième point, où dans tous les cas, même le modèle le plus avancé, c'est pas magique. Il reste quand même la partie prompt engineering qui est la plus importante. Savoir bien prompter l'IA, c'est plus important. Savoir bien prompter GPT-3 versus savoir pas prompter avec GPT-5, on aura des meilleurs résultats avec GPT-3. Puis j'ai un dernier truc qui rentre un peu plus dans du complexe, mais il y a des limites de contexte. On a tous envoyé déjà des paragraphes énormes à ChatGPT et en fait, il nous dit que c'est trop long. Là, la grosse update que OpenAI a ajoutée, c'est qu'on va pouvoir envoyer jusqu'à 1 million de tokens dans une requête. Donc, ça veut dire que ça fait énormément de caractères. Je pense que c'est vraiment hypé, ça ne va pas vraiment améliorer la qualité des réponses. Et c'est pour ça que j'ai juste envie de revenir un peu sur ce contexte de ce concept de RAG et de CAG que je vais expliquer juste ici. Le CAG, c'est quand on utilise un ChatGPT classique. Donc, typiquement, quand on fait une requête énorme avec beaucoup de paragraphes, on a tous expérimenté le cas où l'IA se perd un peu dans tout ce qu'on lui a envoyé. Elle ne sait plus trop le milieu de l'information. Elle se rappelle principalement du début et la fin. Donc, on est à une limite de token à 100 000 ou une limite de token à 1 million. Ça n'enlève pas ces problèmes de dilution d'attention de l'IA. Donc, même si les context length augmentent énormément, ça ne réglera pas ces problèmes-là. C'est pour ça qu'il faut passer par deux technologies comme du RAG, où on va aller vectoriser toutes les données pour que l'IA ait seulement accès aux données qu'elle ait besoin. Voilà, c'est un point un peu plus technique, mais je pense que c'est pour ça que GPT-5, en tout cas pour la masse majorité des utilisateurs, ça ne va pas forcément changer la donne. Évidemment, pour certains cas, des modèles de raisonnement plus avancés vont servir, mais pour l'utilisation qu'en fait la vaste majorité des gens, ça ne va pas énormément changer, de mon humble opinion. Le deuxième point, c'est maintenant quand on refait une recherche sur Google, on a directement les sorties IA des derniers résultats de la page. Jusqu'ici, on avait des connaissances statiques des bases de données. Donc, les modèles d'IA étaient entraînés jusqu'à des dates spécifiques. Donc jusqu'en, par exemple, 2021 pour GPT-3, et puis de fur et à mesure que ça a augmenté. Maintenant, on a directement des informations IA qui sont de plus en plus up-to-date. C'était la grande force de Perplexity. Enfin, c'est toujours la grande force de Perplexity, c'est quand on lui demande des informations, elles sont up-to-date parce qu'il va recharger ces informations sur Internet. Maintenant, Google, avec Gemini, a release ça, et donc on a vraiment une avancée qui est significative avec des accès en temps réel pour ces modèles-là. Et finalement, c'est VO3. J'avais l'impression que beaucoup de gens connaissaient VO3, mais j'en ai parlé un peu autour de moi dernièrement, et je pense qu'au final, il y a peu de gens qui le connaissent, parce que ça reste un modèle qui est quand même assez cher maintenant, mais d'une certaine manière, ça va aller venir révolutionner le monde artistique, le monde du cinéma, avec des prompts très simples. On peut aller générer des vidéos qui sont très poussées et qui sont super réalistes, et j'ai vu des exemples vraiment choquants. J'en ai un juste ici. On n'a pas le son, Sacha, hein, juste pour que tu saches. On n'a pas le son, ok. Mais on a pu voir l'image qui est super réaliste, où le détective vient demander au canard tu étais où telle nuit, et le canard qui lui répond. Donc ça, c'est une vidéo qui a été entièrement générée par l'IA, avec des mouvements, ça bouge, c'est vraiment super réaliste. Donc ça, c'est vraiment une avancée où potentiellement, on peut imaginer que de grands films, s'ils ont oublié de tourner une scène ou autre, ils vont pouvoir potentiellement la générer avec l'IA, et ça rend d'une certaine manière aussi la barrière à l'entrée du monde cinématographique beaucoup plus basse, parce que maintenant, il est possible de générer des scènes carrément en se basant 100% sur l'intelligence artificielle. Donc voilà un peu pour les 3 grosses updates qu'il y a eu ces 30 derniers jours. Il y en a eu plein d'autres. Il y a 40 trucs d'IA qui sortent chaque jour, mais je dirais qu'en termes de mastodonte IA, c'est les plus grosses avancées significatives. On va pouvoir en reparler à la fin du live probablement. Maintenant, j'aimerais montrer 2 use cases qui sont importants. Le premier, c'est comme je disais, ce petit challenge d'aller construire un agent de chatbot IA en 5 minutes. Et puis, la parole à Yacine pour aller parler des modèles IA qui tournent soit en locaux, donc qui ne sont pas connectés, qui ne sont pas dans le cloud, ou des modèles IA cloud, quand on utilise ChatGPT, par exemple, c'est connecté au cloud. Le but du premier, de construire son agent IA en 5 minutes, c'est juste montrer que c'est vraiment accessible maintenant de créer un agent IA, créer un chatbot. Ça peut être des termes qui paraissent un peu compliqués ou paraissent un peu pour les ingénieurs de la Silicon Valley. Le but, c'est vraiment de montrer qu'en fait, on peut tous un peu construire notre agent IA.
qu'on va vouloir construire, comme je l'ai montré ici, c'est vraiment un petit chatbot avec un site web. Donc, c'est typiquement quelque chose qu'on pourrait construire pour notre service comptabilité dans une boîte. On pourrait leur dire, OK, bah, je t'ai fait une petite plateforme. Au lieu de, à chaque fois, aller dans tes mails, écrire des mails ou écrire des invitations, aller dans la base de données, retrouver des données, on peut simplement faire des requêtes. Donne-moi l'email de Salomé Michaud. Et par exemple, l'agent va pouvoir aller chercher dans notre database l'email correct de Salomé Michaud. Et puis, on va pouvoir faire des requêtes derrière, comme envoyer des mails ou créer des invitations. OK. Ça commence là. Mais le but, c'est très bien, on va aller le créer en live. Donc, on va utiliser deux plateformes pour aller créer cet agent IA. Le premier, c'est Lovable. C'est une plateforme qui permet de générer des sites web grâce à un prompt. Et le deuxième, c'est Make, qui est un outil d'automation qui permet d'aller créer des agents IA. Donc, la manière dans laquelle on va procéder, c'est on va aller créer un scénario. Je vais lancer le timer pour le challenge. Je vais essayer de le faire en 5 minutes. Et puis, on va passer sur les modèles locaux. Donc, c'est parti. Hop, on est parti pour les 5 minutes de création d'agents IA. Alors, la première, c'est qu'on va aller créer un scénario. On va pouvoir connecter notre agent IA dessus. Pour déclencher ce scénario, pour faire une connexion entre notre site web qu'on va créer, que je vais montrer juste avant, une espèce de chatbot, on va utiliser ce qu'on appelle un webhook qui va venir déclencher notre agent IA. On va aller créer ça. Donc là, c'est la secrétaire de la compta. OK, ça va être notre secrétaire qui va s'occuper de certaines tâches comme les mails ou les rendez-vous. Voilà. Puis ici, dans Lovable, on a notre webhook ici. Dans Lovable, on va aller générer une plateforme. Donc, on va lui expliquer, OK, on veut une plateforme pour notre service comptabilité, etc. Donc, on va lui expliquer tout ce qu'on veut. J'ai déjà préparé le prompt, mais typiquement, c'est quelque chose, OK, vous êtes Boldy, vous êtes l'assistant des Boldy Stock, ta mission, c'est faire ça, ça, ça. Et on va aller mettre le webhook qu'on a copié juste avant. Le but, c'est de connecter notre plateforme à Make. Donc, on va pouvoir mettre ça ici. Et le temps qu'on finalise de créer notre agent IA, on a un autre agent IA qui est en train de générer un site web qui va être totalement accessible. Donc, avec un lien comme facebook.com, on peut vraiment accéder à notre plateforme qui sera en ligne. Donc, en attendant que ça génère, on va aller finaliser la création de notre agent IA. Donc, dans Make, on a la partie agent IA. On va pouvoir créer un agent IA très simple. On va aller en créer un nouveau. On va utiliser OpenAI comme modèle de réflexion. Donc, un agent IA, il prend des décisions. Donc, en fonction d'une requête, il va savoir s'il doit créer un email, s'il doit créer une invitation, etc. On va pouvoir vraiment aller créer ça. Donc là, on va créer la secrétaire de la compta. Comme modèle de réflexion, on va utiliser un modèle classique, le 4. Et puis, en fait, on va expliquer à la secrétaire de la compta qu'est-ce qu'elle doit faire en fonction de ce qu'elle reçoit. Donc ça, pareil, j'ai déjà fait un prompt, mais c'est typiquement expliquer les instructions. Donc voilà, tu es un agent d'automatisation, tu es connecté à une base de données, tu es connecté à un email, tu es connecté à un calendrier, voilà. OK. Donc là, on a créé notre agent secrétaire de la compta. Et en fait, on va lui donner des outils, comme si on recrutait une secrétaire, on va lui donner accès à sa boîte mail, on va lui donner accès à son calendrier. Là, on va faire la même chose, on va lui donner accès à des outils qu'elle va pouvoir utiliser en fonction des requêtes. Donc là, on va lui donner accès à ma boîte mail, on va lui donner accès à mon calendrier, on va lui donner accès à notre Notion où il y a toute la database. C'est pour ça que quand je vais demander le mail de Salomé Michaud, elle va pouvoir le retrouver facilement. Donc c'est parti, on va aller connecter cet agent IA à notre webhook comme ça. Avec la plateforme sur Lovable, on va pouvoir converser directement avec notre agent et pouvoir créer des actions derrière. Donc là, je retourne sur ce que j'ai créé juste avant. On va pouvoir connecter notre agent IA à la plateforme Lovable qui est encore en train d'être codée. En ce moment même, l'agent IA est en train de coder la plateforme sur laquelle on va pouvoir utiliser notre secrétaire. Donc là, on vient aller run notre agent. On va pouvoir choisir ce qui nous passe. Notre plateforme est prête. Elle va arriver. Puis ici, on vient mettre le message de l'utilisateur pour que l'agent puisse comprendre la requête. Et puis, on vient lui renvoyer une réponse. Comme ça, l'utilisateur sait que la requête est bien passée. Donc ça, on va le faire comme ça. Voilà. Là, on va pouvoir activer notre agent. Et ici, on a notre interface sur Lovable. Évidemment, les aléas du live. Et le but, c'est d'avoir une plateforme où on peut converser directement avec notre agent. Il me reste combien de temps? Il me reste 1 minute 20 pour le challenge des 5 minutes.
Et ça montre que vraiment, très rapidement, on peut vraiment mettre en place des outils qui permettent d'automatiser des tâches qui sont assez simples, qui sont assez répétitives pour des valeurs à faible valeur ajoutée de l'humain. Pour autant que ça marche rapidement, ça reste de l'IA, et donc quand ça génère, ça peut faire des erreurs. En train de le régler, mais on peut voir que l'IA elle-même est en train de se corriger l'erreur qu'elle a fait dans la génération de la plateforme. Elle comprend l'erreur dans le code pour aller. La plateforme a été régénérée. On va pouvoir voir si tout est bien passé. Bon, je pense que ça ne sera pas pour ce live-ci la démo qui passe parfaitement. Ça aussi, c'est les aléas d'utiliser des outils IA, c'est que c'est aléatoire. On avait beau essayer plusieurs fois avant, ça marchait bien, mais des fois, ils décident de pas fonctionner. On a cet outil nous-mêmes en parallèle directement sur. Voilà, les 5 minutes sont finies. L'agent n'est pas prêt. J'ai malheureusement pas réussi mon challenge de configurer un agent IA en 5 minutes. Si ça rebug, je vais arrêter. Pour voir si la plateforme vient correctement. C'est pas grave, ce sera pour le prochain Baldi Talk. Pour le Baldi 3, si ça ne marche pas direct, c'est fouiller plus tard. Je sais que la plateforme a fini de générer. Je ne sais pas si elle va correctement s'afficher. Mais si ce n'est pas le cas, on arrêtera directement alors. La plateforme est là, on va voir si elle fonctionne correctement. On va lui demander l'email de Yacine. On va pouvoir voir si elle fonctionne. Ok, c'est pas pour aujourd'hui. Voilà, on va pouvoir continuer le live, mais a priori, normalement, elle donne bien les informations demandées quand on prend le temps de bien le configurer. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, on ne le fait pas en 5 minutes. On a le temps de faire en sorte que tout marche bien. Donc, voilà, Yacine, je te laisse continuer ce live. J'arrive mon partage d'écran. Ok. Je vais reprendre la main. Alors, du coup, maintenant, on a parlé d'agent IA, on a parlé de pas mal de choses, mais cette fois-ci, je vais parler de la différence entre les agents, enfin les modèles IA en local ou dans le cloud. Quelle est la différence? Qu'est-ce que ça change concrètement? Donc, pour bien définir la chose, un modèle en local, enfin, un modèle en cloud, en tout cas, c'est ce qu'on utilise de manière générale, c'est-à-dire on va avoir ChatGPT en ligne sur une plateforme, on va lui envoyer un message et il va nous répondre. Et ça, en fait, ça va aller directement dans les serveurs de OpenAI pour ensuite recevoir la réponse du modèle. Alors qu'un modèle en local, la différence, c'est qu'on va l'avoir directement dans les serveurs de l'entreprise, donc directement sur sa machine. Et ça va avoir pas mal d'implications. Et c'est ce qu'on va voir juste maintenant. Mais un peu une façon de présenter la chose, c'est imaginons, vous êtes un cabinet d'avocats ou un hôpital, vous avez des données confidentielles. Dans ce cas-là, c'est assez évident, on ne peut pas utiliser ChatGPT comme on le veut, vu que c'est des données confidentielles. Donc, quelle est la solution? Est-ce que ces secteurs-là ne peuvent pas utiliser l'IA? Comment on va faire? Et donc, c'est là où les modèles d'IA en local entrent en jeu et qui sont assez différents des modèles cloud. Donc concrètement, pour définir ça très rapidement, je vous ai dit, donc c'est soit en fait pour les modèles en local, ça va être directement sur vos serveurs. Donc imaginons le cabinet d'avocats a des serveurs sur place dans lesquels ils vont avoir leur propre modèle, alors que par exemple nous chez Boldis là, quand on a fait l'agent IA, ça va être au contraire via une API externe. Donc on va faire appel à donc au serveur d'OpenAI pour aller recevoir une réponse du modèle.
Et donc, la grosse différence, ça va être quoi? Ça va être bien sûr la confidentialité qui va être maximale, vu qu'on va tout simplement avoir les données uniquement sur nos propres serveurs sur place, contrairement du coup au modèle en ligne où on va dépendre en fait du fournisseur, donc qui est bien différent finalement. Ça va aussi donner un plus grand contrôle d'avoir les modèles en local. Donc, on va pouvoir modifier le modèle tel qu'on le souhaite, alors qu'on va être très limité par le modèle tel qu'il est fourni en ligne. De même pour la latence, comme vous pouvez l'imaginer, si on a le modèle directement sur place, il ne va pas avoir de problème de connexion, on ne va pas avoir une grande latence, on va avoir une réponse vraiment totalement instantanée. Et donc ça aussi, c'est un des avantages. Par contre, maintenant, sur les 2 prochains points, ça a des désavantages un peu d'utiliser des modèles en locaux. On n'a rien sans rien. Ça, du coût initial, évidemment, le matériel, l'installation pour les serveurs, les GPU, énormément du coup de temps de calcul, bah, ça va être vraiment un gros coût initial au départ, alors que bien sûr utiliser ChatGPT c'est très peu coûteux, en tout cas surtout au début quand on n'a pas une très grosse du coup utilisation. Et pareil pour la scalabilité, donc s'il y a un nouveau modèle par exemple, on va devoir aller l'installer sur place, ça va prendre énormément de temps à installer, ça va demander du coup un gros investissement et un gros travail, avoir une équipe dev derrière qui va pouvoir s'occuper de tout ça. Donc pareil en termes de scalabilité, ça va demander plus de temps. Donc ça c'est aussi un autre point qu'il faut prendre en compte. Donc en soi, concrètement, quand est-ce qu'il faut choisir? Quelle est la différence? C'est pas une question de il y a une meilleure solution que l'autre. Qu'est-ce qui est mieux finalement entre modèle local ou cloud? Ça va uniquement dépendre de vos priorités. Donc est-ce que vous allez préférer utiliser du coup, est-ce que vous avez préféré la confidentialité et vraiment avoir la main mise sur vos données, ou au contraire, vous avez préféré la performance et un budget bas? C'est là, en fait, où on va pouvoir choisir. Donc concrètement, plus on va avoir besoin de confidentialité et de contrôle sur ces données, là, il faudra utiliser des modèles locaux au coût de la performance et de la scalabilité. Et inversement, si on préfère pouvoir faire les choses rapidement et pouvoir avoir une bonne performance et les tout derniers modèles, là, on va pouvoir utiliser des modèles cloud. Et donc, c'est un petit spoil pour la suite, comment avoir les deux. Et donc ça, c'est concrètement l'approche hybride qui est un peu l'approche du futur, qui va demander aussi pas mal d'investissement, mais concrètement, ça va demander en fait d'utiliser des modèles locaux tout en ayant un routeur intelligent qui va permettre, d'un côté, soit si on est en train de traiter des données sensibles, on va utiliser un traitement local, du coup, avec un modèle local. Mais si ça va être des requêtes très complexes, mais qui demandent pas de données sensibles ou quoi que ce soit, là, le routeur intelligent va faire en sorte d'utiliser, du coup, le modèle cloud. Et donc, la différence concrètement, c'est avec, du coup, soit l'un, soit l'autre, c'est que là, on a les deux, et que ça va demander simplement d'installer ce routeur intelligent qui peut être aussi un autre LLM, qui peut être juste basé sur des mots-clés. Ça, c'est à nous de le créer. Mais donc ça, c'est quelque chose aussi qui est totalement possible et qu'on peut mettre en place chez nos clients, mais bien sûr au coût d'un plus grand coût initial et de complexité accrue de la mise en place. Mais donc, de plus en plus d'experts parlent de cette méthode hybride, surtout pour le secteur de la santé ou bien légal, juridique. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir mettre en place de plus en plus si on veut avoir totalement contrôle de ces données en utilisant l'IA. Donc, pour synthétiser très rapidement, on va avoir du coup le modèle local qui va donner plus de contrôle et une souveraineté des données, ou bien le cloud qui va au contraire avoir une simplicité et une meilleure puissance avec les tout derniers modèles, et l'avenir qui va être une hybridation intelligente, donc combiner le meilleur des deux mondes. Mais tout ça, ça va demander du coup plus de complexité de mise en place au départ, mais qui sera bien sûr très efficace par la suite. Vous pourrez vous poser vos questions à la fin de la présentation, et puis on va pouvoir passer du coup à Boldis, qui on est, qu'est-ce qu'on fait en ce moment. On a parlé de beaucoup de choses, maintenant il est temps de parler de nous. Et avant que les gens pensent qu'on est des gros nazes, j'ai pu régler le bot. Là, j'ai fait un petit exemple où je peux simplement dire, comme si j'étais une secrétaire, envoie un mail à Edem de Corpotrad et envoie-lui une invitation calendrier ce dimanche après-midi. Et donc, notre agent IAD derrière est en train de travailler. Donc, il est en train de faire plusieurs étapes. La première, c'est d'aller chercher dans la base de données, c'est qui Edem, c'est qui Corpotrad.
et puis derrière, pouvoir envoyer un email. Donc là, c'est ce qu'il nous dit. On peut améliorer le design, etc. Mais pour un bot, en 5 minutes, il a été effectivement connecté. Est-ce que Edom, tu es encore avec nous? Tu peux confirmer que tu as bien reçu un email? Ok, Yes. voilà. Donc voilà, Dimanche midi, par contre, ça va être chaud pour moi. Voilà. Yassine a également reçu un mail pour le féliciter de sa présentation sur les modèles locaux. Donc voilà, très rapidement, on peut se faire des petits agents IA personnels qu'on peut mettre sur notre WhatsApp, sur notre Telegram, etc. et qui peuvent performer des actions pour nous. Voilà, c'était pour finir la démo quand même, parce que sinon j'allais mal dormir. Bon, en tout cas, j'ai bien reçu le mail, donc c'est réussi, voilà. Ça aurait été un peu plus que 5 minutes. La prochaine fois, on le fera en 5 minutes, je pense. Ok, du coup, je reprends la présentation si je la retrouve. C'est là. Parfait. Alors, Boldis, concrètement, qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Boldis, je pense que pour la plupart, vous le savez, c'est pour ça que vous êtes ici dans ce call, mais pour ceux qui nous découvrent, on est du coup une boîte d'automatisation en IA. Comme vous l'avez pu le deviner, on fait beaucoup d'IA. On va implémenter du coup des automatisations d'intelligence artificielle pour essayer de faire gagner énormément de temps à nos clients sur toutes les tâches répétitives, toutes les tâches chronophages, comme par exemple l'envoi de mail qu'on a vu avec Sacha juste avant. Ça va être des choses, on va faire vraiment beaucoup de projets très diversifiés qu'on va vous présenter juste après. Comme ça, vous allez mieux comprendre aussi quels sont nos use cases. Et petit spoiler, on peut absolument tout faire de nos jours avec l'IA. C'est fou la diversité de clients qu'on peut avoir. Et donc, c'est là justement où on a une grosse plus-value. Et on va pouvoir du coup personnaliser chez nos clients absolument tout ce qui est inimaginable. Donc c'est ce que je disais, voilà, de l'automatisation IA. On fait aussi du coup du web dev, on fait des plateformes IA sur mesure, des applications. Donc ça va être finalement la plateforme qui va contenir du coup l'IA. C'est un peu ce qu'a fait Sacha en live juste avant. Donc il a fait d'un côté l'agent IA sur Make et en même temps il a fait du coup une plateforme très rapide pour pouvoir discuter avec l'agent IA. Bien sûr, en plus de 5 minutes, on fait des choses bien plus complexes, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Et donc, notre force, ça va être une expertise IA, no code et aussi code, bien sûr, puisque moi-même et Naël sommes des développeurs qui faisons plutôt du code, mais on va avoir une grosse expertise no code pour pouvoir appliquer des choses très rapidement et donc pouvoir prouver aussi notre valeur chez nos clients. On va avoir une collaboration humaine, donc on va essayer de co-construire avec nos clients, on va toujours être là ensemble. Le but, c'est d'avoir du coup le client toujours satisfait, vraiment être sûr que on a bien répondu à ses questions, bien répondu à ses attentes. Et c'est là où justement la collaboration, on voit plus ça comme collaboration que plutôt on n'est pas juste des développeurs, on va leur faire leur truc et puis le jour du delivery, on va leur donner et puis c'est bon. On est ensemble, on construit ensemble, on conseille aussi. Donc c'est ça aussi notre force. Et bien sûr l'agilité et vitesse, ça c'est un peu par rapport au no-code et par rapport au fait qu'on soit jeune, une start-up, on est très agile, on construit, on teste, on adapte très vite. Ça nous est arrivé d'avoir des clients où on construit des choses et puis finalement le client nous dit en fait c'est pas ce que je voulais. On a pu refaire très rapidement et changer du tout au tout. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on est capable de faire et c'est là où vraiment on va pouvoir faire la différence. Et ça aussi, ça vient du fait qu'on a un esprit très entrepreneurial. Donc vraiment, on connaît un peu tous donc cette figure-là. Mais en gros, c'est vraiment, on parle de stratégie, on va faire des décisions, on va vraiment faire en sorte de bien construire et bien cadrer les choses pour ensuite passer sur la phase d'innovation, donc d'IA, de nos codes, de dev. Donc là, vraiment, on est très agile sur ça. On va essayer d'adapter et faire en sorte que ce soit le plus rapide possible, tout en collaborant, c'est ce qu'on a dit juste avant. Donc, on va toujours collaborer de façon humaine et transparente. Même à distance, on arrive à faire des liens et ça, c'est fort. Et bien sûr, une agilité, c'est ce que je disais juste avant, on s'adapte au rythme, que ce soit rapide, lent, on est là et on est capable de s'adapter. Et donc, le moment tant attendu, quels sont nos projets? Donc, on va présenter 6 projets aujourd'hui qu'on a fait, 5 clients et un projet en interne, puisque bien sûr, on est une boîte d'automation. On automatise nos clients, mais il faut s'automatiser nous-mêmes si on veut rester à la page. Et on y va rentrer directement. Donc, le premier projet que je vais vous présenter, qui va être du coup une automatisation de gestion de live. Donc ça, c'est un projet qu'on vient tout juste de terminer. Donc concrètement,
Je vais vous montrer ça tout de suite, mais pour vous mettre dans le contexte, on a un influenceur du coup qui fait des lives assez souvent et qui va donc préparer en fait toute cette phase de préparation du live. Elle prenait beaucoup de temps. Il devait aller récupérer des informations, envoyer les mails à tout le monde, faire les invitations. Bref, ça lui prenait énormément de temps et ça lui faisait perdre du temps sur la vraie création finalement des lives. Et c'est là où on est entré en jeu. Donc, ce qu'on a fait, ça, c'est un projet full en no-code. Donc, concrètement, on lui a fait une interface très simplifiée sur Airtable qui va permettre en fait de faire toute sa gestion de live. Donc, ici, on a déjà un live en exemple. Du coup, on va pouvoir remplir toutes les informations, mais je vais vous montrer du coup comment ça se passe. Je vais faire une mini démo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de faire un live, il va toujours avoir du coup un call de préparation en fait avec ses speakers et avec du coup toutes les personnes qui vont participer à ce live-là. Et du coup, on va avoir le transcript IA, comme on a ici dans ce call, on a des IA qui sont en train de transcrire tout l'appel et d'enregistrer tout l'appel. Et donc, à partir de là, on a connecté du coup le transcript IA directement avec nos scénarios. Et je vais vous montrer ça tout de suite. On a fait une petite démo. Donc là, c'est un transcript d'appel qu'il a effectué auparavant. Et on va le mettre, donc faut pas avoir peur, on montre l'envers du décor, mais donc ça c'est N8N dans lequel on va mettre du coup en entrée le transcript. Bien sûr, pour le bien de la démo, on le fait à la main, mais normalement ça se fait de manière automatisée. Et donc on l'enregistre et on va pouvoir lancer donc le workflow. Et puis automatiquement, du coup, ça va aller nous créer un live s'il a bien fait. Alors, peut-être qu'il faut save. Aujourd'hui, les démos se passent toujours mal, hein. On va refresh, peut-être j'ai laissé la page trop longtemps ouverte. Du coup, je disais, on va mettre ici le transcript, on va enregistrer, on va lancer. Et là, c'est bon, ça s'est lancé, parfait. Et donc, on va attendre 2 minutes. Tu l'as lancé 2 fois. Hein. Ouais, je sais. Voilà, parfait. Donc, comme on peut le voir là, en live, il y a cette ligne-là dans la base de données qui vient de se créer. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'agent, on a un agent IA et tout un scénario d'automatisation qui a donc lu tout le transcript, qui a compris toutes les informations, donc la date du live, la date de la préparation du call, le sujet du live. On va tout avoir et tout ça va s'afficher du coup ici dans l'interface. Donc, on vient de voir un deuxième live s'est créé ici. Et donc, on va avoir donc toutes les informations, on va avoir un résumé, le titre, et à partir de là, il va pouvoir ensuite changer la date s'il le souhaite, pouvoir faire ce qu'il veut, et pouvoir aussi même envoyer automatiquement du coup un prochain call, puisque après on va passer à la préparation du call. Et donc, en appuyant sur ce bouton-là, comme on peut le voir, on a changé de statut maintenant, et si on va voir par sur mon calendrier, ici, ça vient de créer tout simplement un événement sur Google Meet dans lequel on va pouvoir rejoindre la prochaine fois. Donc, pas vous faire la démo du tout le workflow complet puisque ça va être assez long. Mais en tout cas, on a reçu aussi un mail. Hello Yacine, merci pour l'échange. C'est top d'avancer sur un live ensemble. Et voici, du coup, je t'ai envoyé, je nous bloque les agendas. Et tout ça, ça s'est fait de façon automatique. Donc, il n'a plus à aller envoyer les mails donc, à tous les speakers. Il n'a plus à aller créer le live. Il n'a plus à aller créer du coup sur l'agenda l'événement. Et il va pouvoir en plus tout gérer de manière simplifiée sur cette petite interface. Après, à la suite, on va pouvoir envoyer à tous les participants. On va pouvoir aussi uploader sur YouTube tout ça avec un clic d'un bouton. Et aussi, ça nous a même généré une petite brochure par IA. Après, bon, c'est pas ma tête, mais le but, c'est de mettre nos photos. Voilà. Donc, tout ça se génère tout seul aussi. Il passait pas mal de temps à devoir générer lui-même. Donc, ces brochures. Et là, ça se fait tout seul. Ah, t'as une Voilà. belle barbe, Yacine. J'ai bronzé aussi. Hein. Voilà, donc ça c'est pour ce projet. Je vais pas perdre beaucoup plus de temps parce qu'on s'est dit qu'on tenait 5 minutes par projet. Je pense que celui-là, j'ai passé un peu plus de temps. Maintenant, le suivant,
si je retrouve la présentation. Donc le suivant, c'est les apéros du château. On l'avait déjà présenté au dernier Baldi Talk. Je ne vais pas retourner sur tout le système cashless, mais donc pour faire simple, c'est en gros avec des cartes NFC. On a fait tout un système cashless pour un festival dans lequel on va pouvoir recharger donc ces cartes NFC avec lesquelles on va pouvoir payer au bar. Et donc ça, à travers la plateforme qu'on a créée. Et depuis la dernière fois, on a développé donc tout un dashboard pour pouvoir suivre en fait les ventes, combien finalement le client s'est fait d'argent. Je vais vous montrer ça juste ici. Donc, concrètement, on a fait tout un dashboard dans lequel on va avoir du coup le total des ventes, le total des recharges des cartes, le montant moyen par carte. On va avoir un taux de conversion, 90% des gens rechargent et achètent. Donc il y a 10% qui rechargent leur carte sans jamais acheter. Pourquoi? Je sais pas. On va pouvoir avoir pas mal d'informations et ça a été quelque chose qui a permis du coup à notre client d'avoir une meilleure vision en fait de son festival et de pouvoir améliorer pour les éditions d'après, puisqu'il y a 6 éditions, il y en a 3 qui sont passées. Et donc, on va pouvoir, par exemple, voir ici qu'est-ce qui a été le plus vendu, donc les cocktails et la bière. Donc, on sent bien qu'on est en Belgique. Et puis, donc, on va voir aussi, on a énormément d'informations. Si on veut, on peut aller même voir, par exemple, les heures de pointe. Donc, ça aussi, c'était très utile pour lui pour mieux gérer le bar, puisque les heures de pointe, c'est important. Voilà, donc de 19h45 à 20h, c'était l'heure de pointe, 20h à 20h15. Donc, c'est là où il sait qu'il va falloir mettre plus de gens au bar. Et tout ça, donc, grâce à ce dashboard avec un maximum d'informations. Donc ça, c'est pour les 2 premiers projets. Je vais laisser la main à Salomé qui va nous parler du coup d'Abstronaut. Yes, alors ouais, une autre application hyper intéressante de l'IA pour le moment et qui commence à vraiment se démocratiser, c'est les agents conversationnels, genre notamment sur WhatsApp. Et donc, pour un de nos clients, ce qu'on a fait justement, c'est qu'on a créé un agent IA sur WhatsApp qui va automatiquement qualifier les leads dès leur arrivée dans le CRM. Donc, je vais vous montrer un petit peu concrètement comment ça se passe. Alors, en gros, ce qui va se passer, c'est que dès qu'un prospect arrive dans le Airtable, que ce soit via un formulaire de contact, une campagne marketing ou autre, ces informations vont directement être cleanées. Donc, ça veut dire s'il a mis un numéro de téléphone qui n'était pas spécialement en format, etc., ça va se faire automatiquement. Et directement, il y a un setting qui va se lancer sur WhatsApp. Alors, moi, pour le bien du live, on peut le lancer automatiquement, mais on peut aussi envoyer directement un message sur WhatsApp. Donc là, on va lancer une conversation sur WhatsApp avec un agent IA qu'on a créé. Donc, on va recevoir un message. Voilà, on a bien reçu votre projet, on a une méthode pour cadrer le projet efficacement. Est-ce qu'on commence? Je vais lui dire, ouais, chaud. Moi, je suis chaud, frérot. S'il me répond. Ou alors, est-ce qu'on a la malchance du live aujourd'hui encore? Si, avec un modèle local, ça aurait été instantané. Ouais, c'est ça. Et ouais. Voilà, ok. Il répond. Donc, il va en fait l'agent IA va poser des questions au prospect pour le qualifier avant de lui proposer un appel avec le sales, en fait, pour ne pas faire perdre du temps aux sales et qu'il fasse des appels Calendly et des meetings avec des prospects qui sont pas qualifiés. Alors, il va lui poser des questions. Est-ce que j'ai déjà réfléchi aux principales fonctionnalités de mon application? Je vais lui dire oui. J'aimerais bien un dashboard et d'autres modules. On s'en fout. Puis aussi, ce qui est fort, c'est que ces informations sont retranscrites aussi dans l'Airtable au bon endroit. Ouais, c'est ça. Alors, Quand là, le il dit, est-ce que j'ai une idée de l'enveloppe budgétaire? Bon, je vais être un peu. Donc voilà, il va poser des questions pour définir les informations importantes qui étaient importantes pour notre client, mais évidemment, tout ça peut être pour être modifié. Et une fois qu'il a toutes les informations et qu'il définit, il va définir en fait un score de qualification du lead. S'il décide qu'il est qualifié, donc là, par exemple, moi, je suis un prospect qui sait à peu près ce qu'il veut et qui a un budget quand même assez conséquent, il va me qualifier il va me définir comme un prospect qualifié. Alors, il va m'envoyer un rendez-vous Calendly pour discuter avec le closer. Automatiquement, ce qui va se passer, j'aurais dû vous montrer, mais en fait, vous le voyez vite, vous le voyez peut-être un tout petit peu. En fait, toutes les informations que moi j'ai
qu'il a récupérées de la conversation WhatsApp vont être immédiatement en fait mis à jour en fait dans le Airtable. Donc en fait, il va mettre mon budget, mon type de financement, j'ai envoyé le Calendly, il va faire un résumé en fait de notre discussion qui va après en fait être envoyé aux sales avant son meeting, s'il y a un meeting qui est booké, etc. Donc il y a toute cette partie qualification, scoring du candidat, envoi du calendrier qui a été automatisé, mais à côté de ça, on a aussi automatisé les relances si le prospect ne répond pas, les rappels avant les rendez-vous, etc. Parce que le client avait beaucoup de no-show, la prise de notes, la définition de l'offre, bref, tout ce qui est répétitif en termes de sales a été automatisé pour ce client. On sait, le métier de sales, c'est souvent 80% de tâches chronophages et grâce à l'IA, on leur a fait gagner énormément de temps pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire convertir les prospects et pas perdre du temps dans de la qualification et avec des prospects qui sont pas qualifiés et qui viennent des formulaires. Donc ça c'est pour Abstronaut. Il y a aussi un autre projet parce qu'il n'y a pas que les sales qui passent du temps sur des pages répétitives, il y a aussi notamment le recrutement. Et pour un de ces clients, on a automatisé la partie screening de candidats. Alors je vais juste Je pense peut-être juste disons un mot dessus et on passe à Summer Camp pour rester dans le timing. Là, pareil, en fait, c'est donc le client, il reçoit des candidatures par email et via un formulaire. Il y a une IA qui va lire automatiquement ces messages, extraire les informations clés, faire un résumé du CV et faire un matching automatique entre les candidats et les jobs ouverts, mais entre les candidats et les entreprises aussi. Donc tous les jours, le client il va avoir deux vues, une liste des jobs ouverts avec les candidats qui matchent, une liste des candidats avec les jobs et les boîtes compatibles. Et quand un candidat est identifié comme intéressant, pareil, il va y avoir une conversation sur WhatsApp, comme je vous ai montré, qui va proposer les différents jobs au candidat, capter s'il est intéressé, envoyer un email directement au recruteur si le candidat a émis un intérêt. Et donc voilà, c'est vraiment un véritable assistant RH. Merci Salomé. Merci, Salomé. Le projet qu'on attend tous, Naël. T'es mieux, On est coupé. Ah, c'est bon. Ouais, vous m'entendez bien? Alors du coup, là, c'était un projet qui était un peu nouveau pour notre boîte. Donc c'est un projet qui était dédié, donc là, voici la brochure en fait, qui était dédiée à un stage gratuit pour des enfants qui avait pour objectif de leur faire découvrir un peu le monde de l'IA et du no-code, tout en alliant du sport pendant pendant les 7 semaines donc, de l'été. On a été, voilà, Sacha a mis un lien comme quoi on a été publié dans la presse et que ce stage-là a été retranscrit en Belgique, du coup, il se déroulait à Bruxelles. Et du coup, l'objectif, nous, c'était tout d'abord d'être capable de leur proposer une partie consulting dans un premier temps pour essayer de comprendre quel outil on pourra présenter aux enfants, comment amener l'IA convenablement, essayer d'être capable aussi de les sensibiliser, d'adapter vraiment le discours de l'ensemble de la plateforme qu'on leur a proposé pour leur permettre de mener à bien des projets, sachant que les enfants voilà, ont entre 7 et 15 ans. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très nouveau pour nous. Et je pense qu'on l'a plutôt bien réussi. Et après, la deuxième partie, c'était du coup de mettre l'ensemble en place et de s'adapter à leur couleur et de faire en sorte aussi qu'il y ait vraiment cet esprit-là qui reste dans la tête des enfants, ces chats graphiques et un peu l'ensemble des informations. Du coup, on leur a fourni cette page-là. Du coup, voilà, on a essayé de rester sur le visuel donc, qu'ils nous ont proposé et par la suite, en fait, on leur a proposé une interface assez ludique et très simple. Donc, tout d'abord, on va demander à l'enfant comment il se sent. Donc, aujourd'hui, par exemple, il est prêt à créer. Et à travers, en fait, cette interface-là, il va pouvoir être guidé de A à Z pour mener à bien un projet qui, par la suite, sera réalisé donc, sur Lovable. Donc, pour ce faire, on avait implémenté donc, tout d'abord un grand dashboard. On s'est servi d'un GPT pour leur proposer justement d'être guidés tout au long du projet et qui se servent un peu d'un chat GPT beaucoup plus simple, puisqu'en fait, ce GPT-là est adapté à leur projet. Il va les guider toute la semaine. Il va être pré-prompté pour être capable de s'adresser à des enfants de 7 ans, contrairement à un chat GPT classique, finalement. Ils ont aussi toute une partie où ils vont pouvoir raconter leur journée, avoir un résumé complet de ce qu'ils ont fait pendant leur semaine. Donc là, malheureusement, moi, je n'ai pas fait mes activités, mais les enfants auront fait leurs activités et l'ensemble s'adapte à ce qu'ils ont réalisé, avec un petit diplôme aussi pour essayer vraiment d'avoir quelque chose de ludique.
Et par la suite, du coup, voilà, ils vont avoir en fait vraiment un résumé de l'ensemble de leur semaine au camp avec la partie sport et cette découverte de l'IA avec en bonus de leur diplôme aussi un petit projet qu'ils ont réalisé donc via l'ensemble de cette plateforme-là. Donc voilà, c'était quelque chose de très nouveau qu'on est maintenant capable de faire du consulting assez précis et s'adapter à même des publics assez exceptionnels. Donc là, voilà, c'était des enfants de 7 à 15 ans. Donc c'était quelque chose voilà, de très intéressant en tout cas comme projet à réaliser. Dans un temps imparti de 2 semaines aussi, c'était ça qui était assez marrant à faire. Mais du coup, voilà. Et le Summer School est encore en cours d'ailleurs. S'il y en a qui sont en Belgique, n'hésitez pas. Et qui ont entre 7 et 15 ans, vous pouvez y aller. Voilà. Si vous avez des enfants dans la fête, vous pouvez vous inscrire. Ça ressemblait à ça, du coup, l'application que Naël vous a montrée, elle est sur les écrans ici, et donc tous les enfants dans le stage qui pouvaient créer leur projet. présentation. Leur projet. Découvrir. Découvrir l'IA. Je peux te juste avec 2 minutes, on peut montrer qu'en interne, on a aussi automatisé notre prospection par email principalement, mais aussi via LinkedIn. Ben peut montrer ça brièvement, mais Yes, je montre ça rapidement parce que je vois qu'on a un peu débordé sur les timings. Globalement, nous en interne, on développe un outil de prospection sur l'emailing. Donc en fait, comment ça se passe? On va chercher les contacts sur Apollo. Donc c'est un outil de sourcing où on peut filtrer en fonction des compagnies, des industries, etc. Donc là, je fais un exemple juste avec mon nom. Donc on a fait une automatisation sur Google Sheet pour importer les recherches Apollo. Ça va nous donner donc tous les contacts ici. On peut en avoir 100, 200, 300, 1000. Donc là, il y a juste moi. Une fois que j'ai mon contact, je filtre un peu en fonction de pour voir si les compagnies, le nom est bien, les titres, etc. Et ensuite, on va utiliser Airtable, qui est un outil principal chez nous, donc pour avoir la base de données. Donc là, en fait, j'ai une base avec tous les candidats, enfin tous les contacts qu'on a actuellement. Donc là, il y a mon nom. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut trier par séquence après. Donc là, j'ai juste fait une séquence de test avec mon nom ici. Et la magie de l'IA, c'est qu'on a connecté ça avec Make et avec des webbooks, on peut aller chercher les informations. Donc ça, c'est les informations qu'il y a sur mon LinkedIn en temps réel. Donc comme ça, il y a toutes les informations. Il y a aussi les informations sur notre site internet qu'on va scraper directement avec l'IA. Et on va aussi scraper le dernier post des contacts. Et donc, en fait, avec ces 3 informations-là, on peut créer des séquences emailing. Donc là, on a fait 4 emails dans la séquence emailing. Et en fait, c'est des séquences emailing personnalisées en fonction de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut dire et de nos produits, etc. Donc là, c'est sur le produit sur une séquence de recrutement. Donc en fait, il va y avoir 4 emails, pardon, en fonction de ce qu'on veut dire. Donc là, par exemple, dans l'email 2, on met une vidéo de démonstration. Dans l'email 3, c'est le lien Calendly pour prendre un rendez-vous. Et en fait, tout ça, c'est catégorisé. il a compris que Salomé, c'était la head of no code, c'est ça? C'est moi qui lui ai dit, ouais, c'est moi qui lui ai dit que c'était la head of no code. Et en fait, tout ça, c'est catégorisé par ces tokens. Et après, on peut importer donc dans notre logiciel qu'on utilise, ça s'appelle Smartid. Et en fait, il y a déjà des tokens, des variables qui sont déjà prédéfinies. Donc, j'ai juste à importer les contacts et les séquences, elles partent directement comme ça. Donc, ça nous a permis de générer pas mal de rendez-vous depuis là. Donc là, on est en train de vraiment le personnaliser et de pouvoir scale après pour faire des gros volumes d'emailing. Donc voilà, ça c'est vraiment top parce qu'on peut personnaliser en fait en fonction du LinkedIn et en fonction des informations du site internet de chaque prospect. Et le deuxième, ce qu'on veut faire, c'est sur la création de contenu. Donc on sait que c'est assez important de créer du contenu sur LinkedIn. Donc là, on est en train de développer un outil en interne pour justement générer des idées. Donc là, c'est soit on rentre notre idée directement, soit l'IA nous génère une idée directement. Et en fait, à partir de cette idée, on va générer un hook. Donc c'est vraiment le début du post qui va accrocher l'attention et permettre du coup à donner envie de lire au lecteur. Donc ensuite, à partir de... Vous pouvez reconnaître mon style de posting. C'est ça, en fait, le prompting et enfin, les automations sont promptés avec Sacha, avec le profil de Sacha. Donc là, on a les hooks et après, en fait, on a les posts directement qui se génèrent. Tout est ici. Et si on n'aime pas un post, on peut demander en dernier recours à l'IA de générer quelque chose, d'enlever, de rajouter. À la fin, on a le post ici. Et en fait, les prochaines étapes, ça va être de connecter du coup le calendrier LinkedIn et de pouvoir poster directement de Airtable.
Donc voilà, c'était un peu pour les projets en interne sur lesquels on bosse actuellement pour scaler et ensuite avoir plus de projets, quoi. Ben, merci Ben. Non, c'est clair, c'est trop bien. Et surtout la première séquence d'emailing automatisée. Imaginez pouvoir envoyer 300 mails par jour avec des mails super personnalisés parce qu'il y a accès au dernier post LinkedIn, tout ce qu'a fait la personne sur LinkedIn, toutes les infos de son site web. Ça se rapproche vraiment d'une qualité humaine où on peut vraiment avoir passé 30 minutes à faire des recherches manuellement sur quelqu'un et lui envoyer l'email. On se rapproche vraiment de ça et à grande échelle. Donc, on est super content de ces outils-là et on voit déjà les résultats. Voilà. Un peu, on a choisi les 5 projets les plus intéressants, mais on en a d'autres qui sont très cool. Je vois Nicolas dans l'appel aussi, projet Red, qui est très chouette aussi, qu'on va pouvoir potentiellement présenter un jour si tu es OK avec ça. Voilà. On peut passer un peu. Mais je vois que Victor a déjà posé une question qui m'a l'air d'être plutôt pour Yacine. Je pense qu'elle est pour moi, cette question. Du coup, je vais la relire à haute voix. Mais en gros, que pensez-vous de passer directement par le cloud provider, exemple Azure, AWS, GCP, plutôt que par OpenAI pour les problèmes de sécurité des données? Ça, c'est une bonne question. Mais en fait, c'est sûr que c'est mieux déjà d'un certain point de vue, mais le problème reste le même, c'est-à-dire que pour certains, surtout en Europe, pour la confidentialité des données, le contrôle total des données, c'est très important en fait que même physiquement les données soient présentes dans le même pays ou même dans les serveurs directement de l'entreprise, puisque là en fait on va faire confiance finalement aux cloud providers externes, donc des cloud providers américains, et ça va tout de même rester un problème. Mais en soi, la réponse peut être beaucoup plus longue, mais pour pas trop rentrer dans les détails, mais c'est juste que pour vraiment avoir un contrôle total et être sûr à 100% que tout est OK, bah là oui, c'est toujours mieux d'avoir les modèles en local sur ses propres serveurs. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Après, bien sûr, ça demande des temps d'implémentation plus longs, seulement des. En fait, c'est comme j'ai dit durant la présentation, c'est pas quelque chose qui est mieux ou moins bien, ça va vraiment dépendre de vos priorités. Si vraiment le contrôle total des données et la confidentialité est une priorité numéro 1 et qu'on peut rien laisser passer dessus, là oui, il faut aller en full local. Si par contre on a une certaine flexibilité sur ce point-là, pas besoin de se casser la tête à faire un modèle en local. C'est sûr que c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Si vous êtes une chaîne de coiffeurs ou une banque, effectivement, il y en a une qui va être plus adaptée pour faire du cloud et l'autre plutôt pour du local, quoi. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez les poser à l'oral, hein, pas spécialement par message. Ouais. Un peu sur ce qu'on a dit, un peu sur l'actu IA, sur les projets qu'on a eu dernièrement. On a une question. Quelles sont les limitations de Make? C'est une bonne question. J'ai rigolé. Vas-y, Salomé. Tu peux répondre? Je peux répondre. J'ai un élément de réponse, mais si tu veux compléter, t'es le bienvenu. Ouais. Mais une des limitations principales de Make pour le moment, hein, ça va être en fait la possibilité de aller schedule et prévoir en fait des événements à l'avance. C'est-à-dire que tout à l'heure je parlais de prévoir des relances automatiques, etc., etc. C'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué de faire ça sur Make par rapport à un autre outil comme N8N où il y a directement un scheduler qui dit en fait à telle date tu vas lancer ce scénario-là. Sur Make c'est un peu plus complexe, il y a pas cet élément de schedule. Sinon globalement, c'est la limitation principale que je vois pour le moment. Sinon, maintenant qu'ils ont mis en place les agents IA dernièrement, enfin il y a quelques mois, etc. Là, ça commence quand même enfin, ça devient vraiment un outil hyper puissant et hyper cool à utiliser. Après, je pense, effectivement, on peut un peu tout faire. Et ça, c'est Yopit qui a dit ton imagination. Je pense qu'effectivement, OK, il y a des petites limites techniques comme ça de temps en temps, mais il y a toujours moyen de trouver une solution. Tout est un peu faisable avec Make. Honnêtement, c'est un outil super flexible. Après, je pense que la grosse limite, c'est la robustesse et la scalabilité d'outils qu'on peut créer. Quand on a une idée de
startup ou une idée tech, c'est très cool de le faire avec Make pour aller tester son idée super rapidement. En une après-midi, en plusieurs jours, on peut vraiment aller tester quelque chose. Mais après, pour aller vraiment scaler un business, faire des onboarding automatiques, avoir vraiment une robustesse dans les process, c'est là que Make a pour moi ses limitations. Et là, le code est encore beaucoup plus performant. Je dis pas qu'on peut pas scale avec un business avec Make, mais ça va devenir de plus en plus galère au fur et à mesure des features qu'on va rajouter, au fur et à mesure des utilisateurs qu'on va avoir dans notre système. Un scénario Make, quand il plante, il y a des trucs qu'on peut mettre en place, mais voilà, typiquement, il va sauter. Il y a des choses qui sont là comme ça, qui empêchent un petit peu la scalabilité d'un business, quoi. Mais c'est toujours contrebalançable, c'est clair. Mais je pense qu'à grande échelle, ça peut avoir ses limites, et c'est là que le code a toujours sa place, d'après moi. Ouais. Oui, je pensais surtout en termes de volume de data et de requêtes qui sont traitées. En fait. Ouais, et aussi, ça peut devenir cher aussi à grosse échelle. C'est ça. C'est pas cher quand on fait des petites automations, mais voilà, on est à peu près à 10 € par 10 000 opérations sur Make. Si on a un gros business, ça va potentiellement commencer à chiffrer si on a des centaines d'utilisateurs. Merci beaucoup. Très clair. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez des questions? On a été super clair. Ouais. Si vous avez des feedbacks aussi sur le format, ça peut être cool. On a envie de faire ça à peu près tous les... pas être trop ambitieux, disons, trop ambitieux tous les 45 jours, tous les 1 mois et demi, comme ça, pour le temps qu'on avance sur de nouveaux projets, comme ça on a de nouveaux inputs à présenter et qu'il y ait des nouvelles news IA. Donc, potentiellement au prochain Bodistock, on va pouvoir reparler de GPT-5, mais là, cette fois-ci, avec des exemples concrets et plus de retours déjà. Merci à toi, Victor. Merci, Victor. Merci. Vous avez aussi des choses sur lesquelles que vous avez envie qu'on discute au prochain live, des choses que vous avez envie de savoir, qu'on explique, etc. N'hésitez pas aussi. Ouais, le groupe, c'est pour ça. Voilà. Merci Nicolas, merci Nathanaël, merci tout le monde, merci pour votre Merci présence. beaucoup. Je dois vous laisser. Ouais. Allez, ciao, très vite. Merci beaucoup. Ciao, merci. C'est Jonas. Bonne journée. Merci. Salut. On se retrouve au prochain Boldist. Salut Nicolas. Ciao. T'as tous les assistants qui vont left en dernier. Ah, ils lèvent pas les assistants. Non, il reste là. Je vais enlever celui-là. Il reste 2 vraies personnes. Au revoir, merci. Et là, il n'y a plus que Non, il nous. reste que deux. On dit quoi les gars?